Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4061. Aujourd'hui, on parle de ressources énergétiques, donc on parle d'où vient notre énergie. J'en avais déjà glissé un petit mot dans le cadre de la dernière capsule, au chapitre 4. Là, on va en parler un petit peu plus en détail. Donc, il y a 4 endroits où je peux retirer de l'énergie, donc que je peux retirer des matériaux ou que je peux transformer de l'énergie pour la transformer en électricité. La lithosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère et les formes d'énergie extraterrestres. Et là, j'imagine que cela vous intéresse particulièrement. C'est donc pourquoi je vais la garder pour la fin, question de vous garder avec moi. Donc, commençons par la lithosphère. Au niveau de la lithosphère, il faut commencer par comprendre ce qu'est la planète. Donc, la planète est séparée en différentes couches. On a une partie centrale qui est le noyau. Le noyau va être séparé en deux parties, le noyau interne et externe. Par la suite, on va avoir une partie médiane qu'on appelle le manteau, qui est séparé encore en deux parties, le manteau inférieur et le manteau supérieur. C'est là, en fait, qu'on va retrouver principalement le magma qui va sortir lors d'éruptions volcaniques. Et finalement, on va avoir une dernière couche qu'on appelle la croûte terrestre. Donc, la croûte terrestre, c'est sur la couche sur laquelle on habite, en fait. Ce qu'il faut comprendre au niveau du schéma que vous voyez là, c'est qu'il n'est pas à l'échelle. S'il était à l'échelle, la croûte terrestre serait beaucoup plus mince encore. Et vous voyez qu'elle est déjà très mince, mais elle sera encore plus mince. Et évidemment, il y a différentes choses qui ne seraient pas exactement dans le même format. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez creuser et attraper du magma en creusant dans votre jardin? Bien évidemment, non. Hein. On se doute que c'est pas le cas. Donc, quand je parle qu'elle est excessivement mince, c'est proportionnellement à la taille de la planète. Donc, vous n'attraperez pas de magma en creusant chez vous. Donc, nous, qu'est-ce qui nous intéresse quand on parle de lithosphère? C'est les deux couches qui sont supérieures. Donc, on parle de la croûte terrestre et du manteau supérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans cette croûte terrestre? Ben, la première chose, c'est qu'on peut aller chercher des minerais qui vont nous servir à construire des outils et qui vont nous servir dans le fond, à être utiles au niveau de nos instruments. Donc, de quoi on parle quand on parle de ce type de minerais? On va parler de l'or, de l'argent, du cuivre, du zinc, du nickel, du fer et de l'aluminium. Entre autres, il y en a d'autres, mais c'est principalement ceux-là qu'on va vouloir extraire de la croûte terrestre. Donc, évidemment, on va aussi pouvoir retirer des minerais liés à nos ressources énergétiques à l'intérieur de notre lithosphère. Et quand on parle de ce type de minerais, vous pensez tout de suite au charbon, au pétrole, au gaz naturel. Mais en fait, il y a plus qu'un type d'énergie que je peux retirer de ma lithosphère. Donc, évidemment, il y a celle que vous pensiez, mais il y a aussi l'énergie nucléaire liée à l'uranium, principalement, et aussi la géothermie, en fait, que je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, commençons par la centrale thermique classique. Évidemment, la centrale thermique classique a ses avantages. C'est une centrale qui est peu coûteuse et que je peux construire n'importe où. Donc, en pouvant la construire n'importe où, en pouvant la construire en plein milieu du centre-ville d'une métropole sans aucun problème, l'avantage que ça va avoir, c'est que je vais avoir très peu de pertes d'énergie liées à mon transport d'électricité. Par contre, c'est une forme d'énergie qui est non renouvelable et qui va créer de la pollution atmosphérique. Donc, on peut parler évidemment des gaz à effet de serre, mais aussi des gaz liés aux pluies acides et finalement aux particules fines, entre autres liées aux centrales au charbon. Donc, ce n'est pas nécessairement une forme d'énergie qui est très propre. C'est la raison pourquoi elle est mal vue au niveau de la population, mais il faut comprendre que dans certains cas, on n'a pas vraiment le choix. Je pense par exemple aux îles de la Madeleine. Ben, les îles de la Madeleine, il n'y a pas tant de sources d'énergie que je peux trouver dans cet endroit-là. Donc, pour pouvoir produire leur énergie, ben, on va passer par l'énergie thermique classique. Au niveau de l'énergie nucléaire, on peut, évidemment, son avantage principal, c'est qu'elle produit énormément d'énergie. Énormément d'énergie, vraiment beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est très pratique.
L'autre avantage, c'est qu'on peut la construire presque n'importe où. J'ai dit n'importe où, mais en fait, c'est presque n'importe où. Généralement, on va la mettre un petit peu à l'écart, juste pour que s'il arrive un incident, ça ne soit pas trop catastrophique. Mais ça reste qu'on peut la construire quand même près des centres de consommation et donc réduire notre perte liée au transport d'électricité. Et c'est une centrale qui va produire à peu près pas de pollution atmosphérique. Les inconvénients sont quand même majeurs. Et quand on parle d'inconvénients d'une centrale nucléaire, la première image que vous avez, c'est évidemment Tchernobyl ou Fukushima plus récemment. Donc des centrales nucléaires qui ont explosé et qui ont créé des retombées radioactives pendant très longtemps et qui causent encore des problèmes aujourd'hui. Mais faut vous dire que les centrales nucléaires, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup qui fonctionnent très bien. Donc, une centrale comme Fukushima, par exemple, ça lui a pris deux cataclysmes, deux catastrophes naturelles pour pouvoir en venir à bout. Donc, le tremblement de terre n'avait à peu près pas affecté Fukushima et la centrale n'aurait pas eu de problème. On aurait été capable de la remettre en service si ça n'avait été que le tremblement de terre a été suivi par un tsunami. Donc, la plupart des centrales sont relativement sécuritaires. Mais évidemment, s'il arrive un pépin majeur, comme c'est arrivé à Tchernobyl ou à Fukushima, eh bien, ça peut créer des problèmes majeurs. L'autre problème, c'est que ça produit des déchets nucléaires. Les déchets nucléaires sont radioactifs et ils restent radioactifs longtemps. Donc, au niveau de l'entreposage de ces matériaux-là, ben, ça peut être problématique, ça peut être coûteux et ça peut être difficile à faire. C'est aussi une centrale qui, justement, pour maintenir le niveau de sécurité, est excessivement coûteuse à produire. Et finalement, c'est une centrale qui utilise de l'énergie non renouvelable. La dernière forme d'énergie, c'est la géothermie, où on utilise carrément la chaleur du sol. Donc, si vous regardez à l'intérieur de la lithosphère, on a de la chaleur, donc on utilise cette chaleur-là pour produire de l'énergie. L'avantage, c'est évidemment que ça produit peu de pollution atmosphérique et c'est une énergie qui est renouvelable parce que le centre de la planète va toujours être chaud. Donc, on peut l'utiliser beaucoup. Par contre, c'est une centrale qui est coûteuse et présentement, ce n'est pas une forme d'énergie qui est si rentable au niveau justement du rendement énergétique. Autrement dit, de la quantité qu'elle nous fournit par rapport au coût que ça a pour construire ce genre de structure. Deuxième type d'énergie, on parle de l'atmosphère. Et quand on parle d'atmosphère, on parle évidemment du vent. Donc, autrement dit, de la forme d'énergie éolienne. C'est évidemment une énergie qui est renouvelable et qui produit aucune pollution atmosphérique. Donc, c'est une forme d'énergie qui est très, très propre. C'est possiblement une des plus propres qu'on va voir aujourd'hui. Par contre, c'est pas une énergie qui est très fiable parce que ça dépend de la quantité de vent qu'il y a. C'est aussi une nuisance visuelle. Ça a l'air anodin, mais ça l'est pas tant que ça. Donc, il y a beaucoup de projets de centrales éoliennes qui ont été abandonnés simplement parce que, eh bien, une éolienne, c'est pas nécessairement joli. Okay? Donc, si on parle par exemple du Massif du Sud, il y a eu beaucoup de mouvements de protestation pour s'assurer que les éoliennes ne soient pas construites dans ces zones-là parce que, ben, c'est pas joli. Et finalement, il y a la question de la rentabilité aussi. Donc, c'est pas une forme d'énergie qui est très rentable, ce qui veut dire que les centrales, pour pouvoir produire assez d'énergie pour que ça vaille la peine, ben, il faut créer des champs d'éoliennes, pas juste une éolienne, mais des champs d'éoliennes. Il faut produire vraiment plusieurs centrales pour pouvoir produire du courant suffisamment. Si on parle de l'hydrosphère, évidemment, c'est le type d'énergie qui est principalement utilisé ici au Québec parce qu'on a énormément de courants qui nous viennent de nos barrages hydroélectriques. Donc, on peut transformer l'énergie qui nous vient de nos rivières, soit des courants marins ou soit des vagues. Donc, commençons par les rivières parce que c'est
ce qu'on utilise principalement. Donc, on a deux types de centrales hydroélectriques qu'on peut bâtir. La première, c'est une centrale qui est dite au fil de l'eau. Donc, c'est simplement une centrale qui va utiliser le courant d'une rivière, un peu à l'image d'un moulin à eau, pour produire le courant électrique. Par contre, ça nous prend des rivières à haut débit, ce qu'on n'a pas nécessairement tout le temps. Le deuxième type de centrale, quand on n'a pas des rivières qui ont assez de débit ou quand on veut simplement augmenter la production d'énergie d'une rivière, à ce moment-là, on va utiliser un barrage hydroélectrique pour élever la hauteur de l'eau dans un réservoir qu'on va inonder. Et ensuite, l'eau va passer à travers une conduite et en passant à travers la conduite, là, elle va accumuler assez de vitesse pour pouvoir produire plus de courant électrique. L'avantage, évidemment, c'est que c'est une forme d'énergie qui est tout à fait renouvelable et qui produit à peu près aucune pollution atmosphérique. Donc, c'est vraiment pratique comme type d'énergie parce que c'est propre. Par contre, faut inonder un grand territoire. Et dans ces territoires-là, dans la lithosphère, on peut retrouver des métaux lourds qui vont se dissoudre dans le fond et remonter dans le bassin, dans le réservoir, ce qui peut causer des problèmes au niveau de notre consommation de poissons, par exemple. Mais c'est un sujet qui va vous être traité principalement à l'intérieur du chapitre SCT 4064. L'autre problème, c'est au niveau des populations locales. Évidemment, les gens qui sont là, il faut les exproprier, faut leur retirer une partie de leur territoire. Et bien, évidemment, ces populations-là ne veulent pas nécessairement laisser leur territoire. Donc, ça peut causer des problèmes avec ces populations. Au niveau des courants marins, donc on appelle, en fait, c'est comme des éoliennes, mais qu'on va mettre sous l'eau et qu'on va utiliser les courants pour faire tourner les pales de notre éolienne. L'avantage, c'est que c'est une forme d'énergie renouvelable qui ne produit pas de pollution atmosphérique. Le gros désavantage, c'est que c'est excessivement coûteux et c'est particulièrement coûteux parce qu'il faut remplacer les composantes. Parce que souvent, c'est dans les milieux marins et donc l'oxydation, la rouille, va dégrader très rapidement les matériaux de ces hydroliennes-là. Donc, ce n'est pas une forme d'énergie très rentable. Un peu la même chose au niveau des bouées, donc au niveau de l'utilisation des vagues pour créer du courant. C'est encore une énergie qui est renouvelable, qui ne produit pas de pollution atmosphérique, mais encore une fois, c'est une forme d'énergie qui est coûteuse et qu'il faut toujours changer les composantes à cause de l'oxydation et à cause de la dégradation des matériaux. De plus, les vagues peuvent varier, donc on n'a pas une production qui est stable au niveau de l'énergie, donc c'est moins pratique, par exemple, qu'un barrage hydroélectrique. Je ne vous fais pas languir plus longtemps et je passerai tout de suite au type d'énergie qui vous causait probablement le plus de questionnements, qui est la forme d'énergie extraterrestre. Bon, évidemment, vous vous doutez qu'on ne parlera pas d'électricité qui nous vient des petits bonhommes verts. On parle en fait de l'énergie qui vient de l'extérieur de la Terre et donc de l'énergie solaire. Il y a trois types de façons, en fait, il y a trois façons principalement d'utiliser l'énergie solaire et de la transformer en une énergie qu'on va pouvoir utiliser. On a les cellules photovoltaïques, on a le chauffage passif. Au niveau du chauffage passif, vous pourriez penser par exemple aux piscines qui vont utiliser un boyau noir qui va sortir de leur filtreur et qui va passer par le toit du cabanon avant de retourner à l'intérieur de la piscine pour utiliser l'énergie du soleil qui va chauffer cette eau-là. Et finalement, on a les capteurs solaires. Les avantages, c'est que c'est de l'énergie renouvelable, ça produit à peu près pas de pollution atmosphérique et on peut les construire réellement n'importe où. Et quand je dis n'importe où, on peut même l'utiliser à la maison sur des éléments qu'on peut bâtir nous-mêmes, comme l'exemple que je vous donnais par rapport au chauffe-eau au niveau de la piscine. Par contre, les cellules photovoltaïques et les capteurs solaires, c'est de l'énergie qui est relativement coûteuse et qui, elle, peut être un petit peu plus polluante au niveau des matières qui sont utilisées pour les produire. C'est aussi une forme d'énergie qui dépend des saisons, ce qui n'est pas super pratique au niveau du Québec, parce qu'évidemment, une cellule photovoltaïque couverte de 5 pieds de neige, ça ne produit pas énormément d'énergie. Et ça dépend aussi du couvert nuageux qui va se situer au-dessus.
Quand je vous parle des saisons, je vous parlais de la neige, mais il n'y a pas que la neige qui va causer problème. En fait, il faut comprendre que l'apport en énergie qui nous vient du Soleil n'est pas constant tout dépendamment de la latitude à laquelle on se trouve. Si on se retrouve près de l'équateur, on va avoir une zone où les rayons du soleil vont être plus condensés et donc qui vont nous donner plus de chaleur. Si on se retrouve au niveau des pôles, c'est tout à fait le contraire. Donc on a moins de rayons lumineux qui nous parviennent, donc on a moins de chaleur qui nous est transmise. C'est ce qui va faire que on va avoir moins de rendement au niveau des pôles qu'au niveau de l'équateur. Évidemment, je tiens à le dire ici, le dessin n'est pas à l'échelle. La Terre devrait être beaucoup plus petite que ça et beaucoup plus loin que ça du Soleil. Seulement, je voulais qu'il soit perceptible et compréhensible pour vous. C'est la raison pourquoi je ne l'ai pas fait à l'échelle. Donc, le prochain type d'énergie est l'énergie marémotrice, où on va utiliser la force d'attraction de la Lune, donc les marées, pour produire notre énergie. Les avantages, c'est évidemment que c'est une énergie renouvelable qui ne produit, dis-je, pas de pollution atmosphérique et qui est très prédictible. Donc, on est capable de savoir exactement quand on va avoir les grandes marées et quelle quantité d'eau va nous être apportée à ce moment-là. Par contre, c'est une forme d'énergie qui est coûteuse parce qu'on est dans l'océan, donc c'est la même chose que pour les hydroliennes et pour les bouées. On va avoir des matériaux qui vont se dégrader plus facilement à cause de l'effet de l'eau salée sur notre structure. Et aussi, il y a peu de sites qui sont propices parce que c'est difficile d'aller chercher un site où est-ce que je vais avoir une élévation d'eau, où est-ce qu'on va être capable facilement de remplir un réservoir. Donc, comment fonctionnent les marées? Encore une fois, dessin pas à l'échelle. Donc, je vous le dis, dessin vraiment pas à l'échelle. Donc, en fait, l'idée, c'est que la Lune va attirer la Terre, mais la Terre est beaucoup trop grosse pour être sortie de son orbite par la taille de la Lune. Par contre, tout ce qui est fluide sur la surface de la Terre peut être attiré plus facilement. Donc, à ce moment-là, je vais avoir l'eau, les océans qui vont se déformer. Dessin pas à l'échelle. Donc, évidemment, l'eau va se déformer et va être attirée vers la Lune. Au moment où est-ce que je vais avoir les épisodes de grande marée, en fait, c'est quand le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés. Donc, le Soleil a aussi un effet d'attraction. Évidemment, comme le Soleil est beaucoup plus loin, il est beaucoup plus gros que la Lune, mais il est beaucoup plus loin que la Lune. Donc, cet impact-là va être moins grand que l'impact de la Lune. Mais si les deux sont combinés, si les deux travaillent dans le même sens, ben à ce moment-là, je vais avoir un principe de grande marée où mes marées vont être un petit peu plus grandes, donc plus imposantes. Au niveau du fonctionnement de mes centrales, je joins à cette capsule quelques petites capsules qui vont vous parler des différents types de centrales électriques. C'est des capsules qui avaient été faites pour l'ancien programme, mais qui fonctionnent très bien pour vous. Et j'ai même mis de la musique, là, fait que ça va vous changer un peu de mes capsules habituelles. Donc, c'est ce qui met fin à cette dernière capsule dans le cadre du cours SCT 4061. J'espère que ces capsules vous ont plu et vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.